Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, je parlais des speakeasies, les fameux speakeasies, Mhm. donc ces fameux bars cachés, clandestins. Il y a un côté chic, c'est ce que vous dites, il y a un côté puis très cinématographique, c'est magnifique. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs à Paris, il y a des bars cachés, enfin clandestins, même si on a le droit, mais qui reprennent un peu cet univers. Oui, C'est très... c'est-à-dire, vous savez, on est à l'époque de Hollywood Mais quand c'est même, à la ça, grande époque de mais Hollywood. c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est un moment où on cherche on cherche de l'inspiration. Oui, Et là, il y a vraiment une inspiration fantastique. fabuleux, Parce que effectivement, cet aspect un peu caché, c'est ça. mystérieux, on rentre dans certains... euh, c'est c'est un auteur, c'est Kessel qui dit qu'il rentre, ou Paul Morand. Je me suis... Bon, je- c'est pas grave. Donc, euh, mais on peut rentrer effectivement dans un speakeasy par une cabine Ouais, téléphonique. c'est ça, ouais, c'est génial. Donc, ou par n'importe quel commerce. Donc, ils sont cachés. Alors, tout de suite, bien évidemment. Ah, il faut voir aussi que ce cinéma, il fait rentrer les Américains dans un monde qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, bon, combien d'Américains à l'époque ont vraiment été dans une fusillade entre gangsters? Bon, quelques-uns, mais c'est pas tous les Américains. Par contre, ceux qui ont vu sur l'écran une fusillade entre gangsters, Bien sûr, là, sont beaucoup plus ça nombreux. marque. Et oui, et c'est pour les speakeasy, c'est la même chose, c'est-à-dire que ils voient effectivement des gens qui s'amusent. Alors, c'est pas forcément la réalité, mais c'est l'image qu'ils s'en font. Par contre, les speakeasy sont effectivement des lieux où on paye très très cher ce que l'on boit, et donc c'est plutôt réservé à Une un élite. public assez aisé. Oui, effectivement. Donc, c'est le fameux âge d'or de ces Hmm. gangsters aussi, donc, dont vous Ah, les parliez, gangsters. Al Capone. C'est marrant parce que, effectivement, la littérature, le cinéma en ont fait quand même. C'est des gangsters, c'est des hors-la-loi, mais il y a une certaine classe. Est-ce que c'était la vérité ou c'est très dur? Il y a des massacres. Alors C'est... oui, justement, ça a été très romancé quand même, parce que il y a des vraies guerres, des vrais massacres, beaucoup de morts, Hmm, des fusillades aussi avec la police. bien sûr. Ce sont des individus que la violence, l'illégalité n'arrêtent pas, qui sont prêts à tuer n'importe qui pourvu qu'on les paye. Hmm, C'est pas la prohibition qui les a inventés. ouais, En fait, ils existent. Alors, les gangsters, il faut voir, c'est pas des brigands. Les brigands, c'est plutôt le monde rural, les grands chemins. Là, on est vraiment dans les villes. ouais, C'est-à-dire, ce sont des criminels urbains, des criminels qui sont organisés parce que il est important de ne pas se retrouver seul pour pouvoir échapper à la police, pour pouvoir échapper à la prison et pour pouvoir échapper aussi aux concurrents. hmm, Donc, il y a un regroupement et des regroupements. Souvent, ce sont des bandes de jeunes d'abord, hein, des petits délinquants. Certains, la plupart, ensuite se rangent. Mais il y en a un certain nombre d'autres qui, finalement, deviennent des criminels endurcis. Et souvent, ils sont avec Ils se regroupent dans des quartiers. Et comme il y a ce phénomène communautaire dont on a parlé, c'est-à-dire les Italiens sont plutôt dans tel quartier, vont remplacer les Irlandais dans les quartiers Manhattan, par exemple, plutôt vers le sud de Manhattan. mhm, Comme donc ils se regroupent euh, avec des gens en qui ils peuvent avoir un peu confiance quand même. Donc, on a ce type justement d'organisation que l'on voit se développer dans les années 20 parce que même si la prohibition ne les a pas fait naître, elle les a c'est renforcés ça. considérablement. Ouais. C'est-à-dire que tout cet argent qui était véhiculé par le commerce d'alcool, eh bien, il ne disparaît pas. Il circule par d'autres moyens. D'ailleurs,
tous les brasseurs ou tous les producteurs d'alcool ne disparaissent pas forcément, ou les distilleurs. Certains continuent avec des prête-noms ou justement sous des motifs plus légaux, c'est-à-dire pour fabriquer pour l'industrie, Oui, parce qu'il y a pour ça la aussi. pharmacie, Mmh. etc. Donc vous avez tout ce monde-là et puis, même à côté des gangsters, vous avez toute une criminalité d'opportunité, une délinquance d'opportunité. C'est ceux qui connaissent un peu, bon, qui ont un petit peu de sens de l'entreprise à Mmh. l'époque, qui savent comment s'approvisionner, qui n'ont pas peur éventuellement Ouais, de risquer gros, mmh. peuvent justement, eux aussi. Alors, moi, je parle pas mal de différentes. J'essaye de voir un peu donc, d'une part, les gangsters, mais aussi tous ceux qui sont autour. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui font de la contrebande, hein. On parle de bootleggers, ceux qui passent l'alcool depuis le Canada, Mmh. depuis le Mexique, depuis Cuba, depuis les Ouais, ça Bahamas, n'arrête pas, hein. et aussi, Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, c'est vrai. Car, bon, en France, on ne le sait pas tellement, mais Saint-Pierre-et-Miquelon a été vraiment un pivot à l'époque de la prohibition. D'ailleurs, il y a justement il y a des travaux qui disent que la prohibition a été une aubaine pour la France. Oui, c'est vrai. Effectivement. Donc aussi, donc alors il y a ceux justement qui franchissent les contrebandiers, hein, alors on parle de bootleggers souvent, et puis, il y a ceux qui euh, fabriquent à l'intérieur des États-Unis, sur le territoire américain. Et là, on parle de moonshine, Mmh. c'est-à-dire à la lueur de la Beh, lune. bien sûr. Bon, alors c'est un mot très, très joli. Alors en fait, c'est bon, là, c'est plutôt Plutôt caché, c'est très plutôt caché, ouais, c'est très dangereux, évidemment. effectivement. Euh, euh, mais euh, partout, il peut y avoir comme ça des possibilités. Alors, il y a aussi ce dont je parle, le cas de femmes italiennes, par exemple, des immigrantes italiennes, qui, sur leur cuisinière, font justement un peu, fabriquent Les alambics et cetera. voilà, Ouais, c'est ça, de c'est génial. Mmh. l'alcool, etc., dans leur cuisine. Est-ce que ça a changé un peu la société américaine? Moi, j'ai une question toute bête. Dans plein de séries et de films américains, d'aujourd'hui encore, on voit les gens sortir d'un drugstore avec leur bouteille de whisky, mais dans un sac en papier. On le voit jamais. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que Oui, c'est en ça? fait, c'est-à-dire c'était l'interdiction qui a continué après. C'est ça. Donc, mais ça a continué très tard, hein, justement. Mais ça dépend des endroits. Mmh. C'est-à-dire, en fait, vous posez un problème important, c'est-à-dire que donc il y a eu toute cette période qui était effectivement qu'on a vu très glamour, qu'on a idéalisé quand même, hein, Après parce coup, bien que sûr, voilà, bien sûr. après coup, et même pendant, ça fait, il y a un certain, les journaux étaient pleins de ces histoires parce Mmh. que Ça ça fait fait vendre, ouais, vendre, bien sûr, ouais, bien exactement. sûr. Mais en 1933, vous l'avez dit, on arrête. Oui, Donc il y a un nouvel amendement, le 21e, qui en fait annule le précédent. Et ça, c'est la crise de 29 qui a exact. été Ouais, c'est très importante parce que, eh bien, il y a eu à ce moment-là un nouvel argument important, c'est que si on relégalisait l'alcool, à ce moment-là, l'État pourrait le taxer c'est ça. et donc cela ferait des revenus dans les coffres de l'État qui pourraient servir à aider les chômeurs. Oui, parce que ça a été un manque à gagner Mais extraordinaire bien pendant sûr, c'est mais très oui, oui, mais bien sûr, c'était très important parce que l'État, lui, touchait de l'argent, bien évidemment, sur ces ventes d'alcool. Donc, c'est pour ça que les États étaient souvent, que ce soit les États fédérés ou l'État fédéral, n'étaient pas particulièrement favorables mmh, à la prohibition bien sûr. parce que c'était un manque à gagner, comme vous l'avez bien dit. Donc, en 1933, là, on supprime Rebascule. la prohibition, l'amendement, le 18e amendement, mais ça ne veut pas dire que l'alcool est totalement Ouais, bien libre. sûr. Mmh, C'est qu'en fait, c'est simplement reporté à l'échelle des États fédérés. c'est ça. Et à ce moment-là, certains sont pour continuer la prohibition, d'autres sont pour éventuellement, avec certains aménagements, c'est peut-être l'État qui va s'occuper d'être faire le commerce, etc. Et d'autres libéralisent complètement.
Donc on a des attitudes différentes et justement, l'attitude par rapport, à l'alcool est très variable selon les endroits. Mmh. Dans certains États, c'est justement ce sont des agences d'État qui s'en occupent et par conséquent, on ne peut pas boire ou montrer de l'alcool sur la voie publique. Voilà pourquoi. Et c'était pour ça. Mais ça, c'est d'après, justement, maintenant, c'est plus, voilà, ça n'a plus On le voit d'importance. plus, oui, effectivement. Mais moi, j'ai encore vu ça, effectivement, dans les premières fois quand j'allais aux États-Unis. Ouais, Oui, c'est assez dingue, ça a continué longtemps en fait. ça a continué très longtemps, évidemment. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.